Napoléon Bonaparte est l'une des figures les plus monumentales de la vaste saga de l'histoire de France. Il était un homme à double identité, à la fois un brillant commandant militaire et un empereur puissant qui a remodelé un continent. Son histoire commence sur l'île de Corse, où il est né en 1769. C'était un endroit aux paysages accidentés et aux loyautés féroces, un monde loin des salles dorées du pouvoir parisien qu'il allait un jour commander. Sa vie fut un tourbillon d'ambition, une ascension rapide d'origines obscures au sommet de l'autorité dans le contexte chaotique de la Révolution française. Son parcours allait démontrer les hauteurs enivrantes de la gloire et la finalité écrasante de la chute d'un grand homme, laissant une marque indélébile sur le monde. Son nom, Napoléon, n'était pas initialement français, mais italien, reflet de son héritage corse. L'île n'était devenue un territoire français que récemment. Sa famille, les Bonaparte, appartenait à la petite noblesse. Ils étaient fiers, mais pas riches. Un statut qui insuffla au jeune Napoléon un désir de prouver sa valeur. Envoyé à l'école militaire, il se heurta à l'isolement, ce qui forgea un caractère résilient et déterminé. Il s'est plongé dans l'histoire, la stratégie et les grands leaders de l'Antiquité, se préparant à un destin imprévisible. Napoléon Bonaparte a grandi dans une famille nombreuse en Corse, un monde défini par les loyautés claniques et un esprit d'indépendance. Membre de la petite noblesse, sa famille, bien que respectée, avait des moyens financiers limités. Cet environnement de fière pauvreté alimenta une ambitieuse volonté de s'élever. Son père, Carlo, lui obtint une bourse pour Brienne-le-Château, puis l'école militaire de Paris. Moqué pour son accent et son nom, il trouva refuge dans les livres. Tactique militaire, mathématiques, Alexandre le Grand, Jules César. Le déclenchement de la Révolution démantela l'ancien régime. Le talent put supplanter la naissance. L'exode des officiers et la guerre créèrent un besoin de leaders compétents. À Toulon, jeune capitaine d'artillerie, Napoléon prit les hauteurs pour forcer la flotte ennemie à fuir. Le plan réussit. Blessé en charge, il devint le héros de Toulon. Promu général de brigade à 24 ans, il montra maîtrise de la logistique, cartographie, artillerie et un don pour lire un champ de bataille. Le chaos de la Révolution fut sa scène. Son intelligence le projeta à Paris, où son nom circula dans les cercles du pouvoir. Nous nous souvenons de ses victoires, de son empire, de son charisme et de l'ampleur de son impact. Il inspira la dévotion des soldats et la peur des monarques. Sa vie témoigne du génie, des circonstances et de la précarité du pouvoir absolu. En 1796, il prend l'armée d'Italie, misérable et démoralisée. Il promet honneur, gloire, richesse dans les plaines de Lombardie. Il électrise ses troupes, les transforme en forces redoutables et lance une campagne fulgurante. Lodi, Arcole, Rivoli. Il déjoue les Autrichiens et enchaîne les triomphes. Il fonde des journaux, embellit les nouvelles, façonne son image à Paris. Contributions imposées, œuvres saisies, le pillage finance la guerre et remplit le Louvre. En Égypte, malgré des revers comme le Nil, sa renommée grandit via les savants et un récit maîtrisé. À son retour, son nom est partout. Héros populaire, respecté et craint des politiciens. Il prouve qu'il sait diriger, gagner, inspirer. Sa popularité devient une monnaie politique puissante, prêt à l'investir dans la prise du pouvoir ultime. À son retour d'Égypte, il trouve une France épuisée. Directoire corrompu, économie ruinée, guerre sans fin. Sieyès et d'autres veulent un coup d'État. Ils ont besoin d'une épée, le héros d'Italie et d'Égypte. Le 18 Brumaire, opération soignée mais maladroite, menace jacobine fabriquée, conseil déplacé hors de Paris. Huée, bagarre, Napoléon hésite. Lucien jure de le percer s'il trahit la Révolution, rallie les soldats et disperse les députés. Le consulat naît. La Constitution concentre le pouvoir dans les mains du premier consul, Napoléon. Il rétablit l'ordre, stabilise l'économie, met fin aux troubles. Le 2 décembre 1804, en présence du pape, il prend la couronne et sacre Joséphine, consacrant son pouvoir par plébiscite. L'étranger corse devient maître de la France, fonde une dynastie, lance le premier empire. Au-delà du champ de bataille, il veut façonner un État moderne. While Napoleon's fame rests on conquests, his enduring legacy is administrative and legal reform. He was a tireless statesman and brilliant organizer. He sought a rational, efficient, modern state on revolutionary foundations, a unified legal system, the Code Civil des Français, promulgated in 1804, later the Napoleonic Code. It standardized property, contracts, inheritance, family law.
enshrined equality before the law, freedom of religion, abolition of feudal privileges, yet reinforced patriarchal authority. Its clarity spread across Europe and beyond. He built a centralized system with powerful prefects enforcing laws, collecting taxes, conscripting soldiers. Banque de France, stable currency, lycées for elite administrators and officers. Massive public works, modernized infrastructure and commerce. Designed to strengthen the state and his power, these reforms made France more stable, prosperous, and modern. These changes really reshaped the country. Napoleon was a master of warfare, wielding the multinational Grande Armée, the most formidable force of its age, organized into flexible corps capable of independent action or concentration for decisive battle. Rapid maneuvers enabled frequent surprises. At Austerlitz, he lured allies by weakening his right, then smashed their center. The Battle of the Three Emperors. The Third Coalition collapsed. His invincible reputation was sealed. He shared risks, spoke to Les Grognards, and awarded merit with the Legion of Honor. Victories extended the empire. He redrew Europe, placing kin and marshals on thrones. But glory demanded constant war. The system needed continuous victories. A cycle became unsustainable and led toward downfall. And well, that's the bittersweet truth of his rise. 7e section. Les germes du déclin. L'ulcère espagnol. L'hiver russe. En Espagne, il force l'abdication, installe Joseph. Un soulèvement populaire féroce éclate. Années d'embuscades, raids, sièges, la population en armes, soutenue par Wellington, saigne l'Empire. L'Europe voit qu'il n'est pas invincible. La résistance nationale peut vaincre. Pour punir Alexandre Ier brisant le blocus, plus de 600 000 hommes entrent en Russie. Les Russes refusent au bois la bataille et brûlent tout. Après Borodino, Moscou est déserté et en flammes. Il attend en vain la reddition. L'hiver, la faim, les partisans et cosaques broient de la grande armée. Une fraction brisée revient. Le noyau de vétérans disparaît pour toujours. Une perte dont Napoléon ne se remettra jamais complètement. Section 8. La chute de l'Aigle, abdication et le premier exil. Après 1812, l'Europe unie frappe. À Leipzig, défaite décisive, retraite au-delà du Rhin. En 1814, il manœuvre avec brio. La campagne des 6 jours. Mais Paris tombe. Ses maréchaux refusent de continuer. Le 6 avril 1814, il abdique. Les Alliés restaurent les Bourbons. Louis XVIII monte sur le trône. Napoléon reçoit la petite île d'Elbe à gouverner. Dépouillé de l'Empire, il semble relégué à l'ombre. Mais l'histoire n'est pas finie. Une audace nouvelle se prépare. À l'Elbe, il gouverne activement, suit les nouvelles d'une France mécontente. Le 26 février 1815, il s'échappe avec 1 millier d'hommes. Il progresse vers Paris. Les troupes royalistes font défection, dont le 5e régiment. Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici. Les soldats crient « Vive l'empereur !» Louis XVIII s'enfuit. Napoléon reprend le trône sans tirer un coup. Il se présente en monarque constitutionnel, mais l'Europe le déclare hors la loi, 7e coalition. Il veut battre les Alliés en détail. Après Ligny, il vise Wellington près de Waterloo. Le 18 juin 1815, combats acharnés. L'arrivée des Prussiens renverse la bataille. L'armée est en déroute. Le dernier pari pour la gloire échoue. Après Waterloo, il abdique de nouveau et se rend aux Britanniques. Exilé à Sainte-Hélène, île volcanique lointaine, sous surveillance constante. Il dicte ses mémoires, forge sa légende et succombe à la maladie. Il meurt le 5 mai 1821. Ses écrits le peignent défenseur de la Révolution, modernisateur, martyr pour la France. L'État centralisé, les préfets, les lycées, la Légion d'honneur et le Code marquent encore la France. Les monuments parisiens gardent de son empreinte. Pierre, mémoire et pouvoir. Brillant commandant et réformateur moderne, mais souverain autoritaire et fauteur de guerres meurtrières. Figure d'admiration et de critique, sa vie continue de susciter débats et réflexions. Une méditation sur le pouvoir, l'ambition et l'impact d'un individu sur l'histoire de la France et du monde.